votre radio au cœur du territoire. C'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com, les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir messieurs. Salut à tous les schtroumpfs ciné-schtroumpfs. Tu as drôlement bien schtroumpfé cette introduction. Ah bah oui, parce que Je schtroumpf. Rassurez-vous, on va pas parler comme ça pendant toute l'émission parce là, ça va être un peu compliqué. Nous serons les premiers fatigués, rassurez-vous. Mais comme l'a annoncé du coup Vincent, eh bien cette semaine nous allons parler en long en large des adaptations BD franco-belges au cinéma en l'occasion Et il y a de quoi dire. de la sortie des Schtroumpfs le film. Alors j'aime bien parce que ça s'appelle les Schtroumpfs le film, c'est comme le 4e film Schtroumpf. Hein. Ouais. C'est pas un événement non plus. Oui. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Piètre mémoire. Mais a priori, d'après le commentaire de certains spectateurs à la sortie des avant-premières. Des avant-premières, ça avait l'air d'être assez sympathique et bien fait. Bien Écoute, foutu. pourquoi pas. Bon, on verra bien. Voilà. Du coup, le sommaire ce soir, dans un premier temps, nous allons parler des sorties de la semaine. Une semaine un petit peu plus calme au milieu de ce mois de juillet bien chargé. Ensuite, nous parlerons de nos avis sur les films de la semaine dernière et il n'y aura qu'un avis. C'est le film sur Superman. Et accrochez-vous parce que ce n'est pas à quoi vous allez vous attendre. Le film m'a un petit peu laissé sur le carreau. Le film divise. Le film divise, mais je me sens un peu seul. Donc A priori, je peux comprendre aussi, hein. Oui, mais après, c'est tellement une proposition particulière que il faut le voir pour le croire. D'accord, tu nous en diras plus tout à l'heure. Et puis nous aurons droit aussi à nos conseils télé et enfin un focus sur les adaptations de BD franco-belges au cinéma. Quelles sont les adaptations que nous préférons, quelles sont les adaptations que nous détestons, et il y en a un paquet, et quelles adaptations nous aimerions enfin que le cinéma adapte, parce que on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui sont adaptés et qu'il y a d'autres BD qui sont un peu oubliés. Il y a quand même matière. Hein. Oui, c'est sans changer grand-chose en plus, on en reparlera. C'est une grande part de notre culture. Voilà. Et on va commencer sans plus attendre par les sorties de la semaine. Mon cher Guillaume, quelle est la plus grosse sortie de la semaine? Sans surprise, les Schtroumpfs, le film, donc disponible au Toile du Lac au Pâté, de Chris Miller, avec les voix de Sophia Ezaidi, Jérôme Commander et Gérard Hernandez. Oui, toujours là dans la série, oui, toujours là pour faire le grand Schtroumpf. Donc, lorsque le grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé, quelle surprise, par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami, le Schtroumpf sans nom, partent en mission pour le retrouver. Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Pout et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier. On écoute un extrait. La plus grande aventure de vos vacances commence bientôt. C'est noté dans le calendrier, grand Schtroumpf. Merci, Schtroumpf calendrier. Il faut savoir prendre le temps. Préparez-vous à rencontrer vos nouveaux amis avec la Schtroumpfette. C'est génial, les Schtroumpfs. Le Schtroumpf à lunettes. Quel ingénieux mécanisme. Le Schtroumpf au four. Voilà. Donc tous les Schtroumpfs que vous connaissez sont encore présents. C'est donc la 4e adaptation, mais je crois que encore cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de ne faire qu'un film d'animation et non pas un mélange animation live action comme ça avait été fait les 2 premières fois. C'était un petit peu moyen. Je sais pas, j'avais pas osé regarder. Je crois que j'avais vu un peu d'un coin de l'œil. Il y a un moment où les Schtroumpfs se retrouvent en pleine ville, là, c'était rigolo. Ouais. J'avoue que c'était assez bien foutu au niveau effets spéciaux, mais c'est vraiment c'est ludique et sympathique et c'est tout public, quoi. Voilà. Je reste attaché encore à la série animée. Ouais, c'est vrai. Mais moi, surtout, je mise tout sur la sortie suivante. Mais vous étiez pas des lecteurs? Si. Les Schtroumpfs, j'en avais. Moi, j'en avais. Moi, j'ai connu les Schtroumpfs. Le Schtroumpfissime, moi, j'avais. J'ai connu les Schtroumpfs avec Johan et Pierre-Louis. Ah ben oui, bien sûr. C'est eux qui découvrent les Schtroumpfs. Bien, tout à fait, exact. Un vieux de la vieille. Hein. Ouais, mais tu es bienvenue dans le camp des vieux maintenant, voilà. Kevin. Et alors, l'autre grosse sortie de la semaine. Je mise tout comme ça. J'ai pas fait exprès. Bon, allez, je lance le truc. Certains l'aiment chauve, n'y voyez pas de rapport, qui est disponible au Toile du Lac et au Pâté, de Camille Delamarre avec Kev Adams, Michael Youn et Ryan Bensetti, Zachary, tout juste trentenaire, file le parfait
amour avec Romy. Du jour au lendemain, cette dernière le quitte lorsqu'elle comprend ce que le futur lui réserve, une calvitie précoce. Dans 6 mois, elle sera chauve comme un genou. Pour l'épauler, il contacte son oncle Joseph, qui connaît bien le sujet. Et au fil de rencontres improbables, de traitements chocs et de stratégies bancales, il va devoir se battre contre son destin. On écoute un extrait. Appelle tonton Joseph, lui seul pourra t'aider. Non mais faut pas se garer là, hein. C'est une pelouse, c'est pas un parking. Oh non mais l'autre, Tonton, c'est moi, c'est Zach. Isaac. T'as changé quelque chose, non? T'avais une coupe de cheveux différente il y a 2 minutes. Oui, je les ai coiffés de l'autre côté, c'est pour ça. C'est les photos de tes ancêtres. Tu sais que j'ai failli être comme Voilà. Moi, chauve comme un genou, je suis désolé, moi je connais des genoux poilus. Hein. Oui, mais alors, est-ce que les genoux des chauves sont toujours poilus? Je sais pas, non, je crois pas. Mais Mon Dieu, voilà. ayez pitié. Ouais, Ils ne c'est- savent pas ce qu'ils C'est font. rigolo, puis voilà, il faut le prendre tel quel. Parce Ouais. que tu te sens impliqué par le sujet. Non, pas du tout. Non, mais je trouve ça plutôt drôle dans la bande-annonce. Après, je sais pas ce que donne le film, sincèrement. Alors, j'avoue que j'irai pas. Non, Jamais. non, moi, j'irai pas au cinéma pour voir ça. Je Non. suis d'accord avec toi. Mais alors pourquoi on finance des merdes pareilles? C'est ça qui me... Pour que d'autres soient financés après. Ouais, super. Bon, en parlant de... souviens-toi l'été dernier, Oh, disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, donc c'est le 3. Hein. Enfin, c'est un reboot, mais c'est le 3, c'est comme Oh là. Scream 5 qui était Scream tout court. Enfin, voilà. Bref, donc c'est réalisé par Jennifer Katin Robinson avec Madeleine Klein, Chase Sweet Wonders et Jonah Hauer-King, mais on note aussi le retour de Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. qui parle bien à notre génération de trentenaires. Oui, c'est vrai. Lorsque 5 amis causent involontairement un accident de voiture mortel, ils décident de dissimuler leur implication et concluent un pacte pour garder le secret plutôt que de faire face aux conséquences de ce terrible événement. 1 an plus tard, leur passé revient les hanter et ils sont confrontés à une terrible vérité. Quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier et est déterminé à se venger. Traqués un par un mystérieux tueur, ils découvrent que cela s'est déjà produit auparavant et se tournent vers 2 survivants du terrible massacre de Southport de 1997 dans l'espoir d'obtenir leur aide. On écoute un extrait. Oh mon Dieu. J'appelle la police. Tout le monde se calme. On dit à personne ce qui vient de se passer. Il faut y aller. J'aime bien le mec qui dit tout le monde se calme en gueulant, ça va pas mal. Hein. Il n'y a pas Sarah Michel Gellar dans le premier? Si, mais c'est normal qu'elle revienne pas, il me semble. Je sais pas, j'ai pas vu. Elle a été décapitée ou un truc comme ça. Il me semble qu'elle survit pas et c'est pour ça qu'elle est quand même sur le... Elle était sur le tapis rouge pour accompagner encore son mari de toujours, Freddie Prinze Jr., que personnellement, j'avoue, m'a beaucoup plus marqué dans le rôle de Fred et elle, du rôle de Daphné dans C'est l'adaptation de Scooby-Doo au cinéma. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, bref, voilà, souviens-toi l'été dernier, si vous en souvenez pas la semaine prochaine, c'est normal. Autre sortie, mon cher Guillaume. Eh bien, Eddington, qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée de Harry Astor avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone. Donc, mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique, la confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres. Film qui était au dernier festival de Cannes et qui s'est fait défoncer. Ouais, mais apparemment, c'est plutôt pas mal, à ce qui paraît. Bon, moi, Harry Astor ne m'a convaincu que dans son premier film qui était Hérédité. Ah, t'as pas aimé non plus Midsommar? Midsommar, j'étais très moyen. Ah ouais, Très moyen. c'est- Il y avait des c'est idées, pénible. mais c'était très longuet. Ah, la fin où ils sont tous en train de crier là. Par contre, Hérédité, j'avais adoré. Oui, Hérédité, c'était bien. C'était trop long, mais c'était bien. Et Boys Afraid, c'était beaucoup trop long pour ce que c'était. Et il y a un plan qui je pense, va me marquer à vie. Voilà, je pense que les gens savent quand on lui dit va voir ton père dans le grenier. Et quand il voit ce qu'il voit à la place du père, que c'est une sorte de gros sexe avec une bouche, c'était horrible. Mais Donc Harry Astor est très spécial. À quel niveau est la bouche? Très Là où tu penses. fantasmagorique. C'est très fantasmagorique du coup. Alors. Ouais, en fait, j'ai trouvé que la métaphore était très 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 lourde et mauvaise pour Boys Afraid. En fait, c'est prétentieux. Il veut faire du film d'horreur d'auteur. Voilà. Là, au moins, ce qui paraît, ça part pas dans l'horreur, mais c'est plus vraiment une critique encore des médias et puis voilà mais bon, à voir parce que le casting est quand même assez alléchant. Joaquin Phoenix commence un petit peu à me sortir par les yeux dans ses derniers choix, mais Pedro Pascal et Emma Stone, j'aime bien. Donc, à voir.
Autre sortie, mon cher Vincent. T'as pas fait exprès, mais c'était aussi pour moi, ça. Les filles désirent, ça me parle, hein, moi. C'est pas marqué chauve. Non, mais ça peut le faire. Y a pas de souci. Il n'y a pas de contre-indication. Elles sont un peu jeunes dans le film. Y a pas de... ouais, merci pour mon âge, alors. Non, mais elles sont, même pour moi, elles sont un peu jeunes. D'accord. Ah oui, d'accord. Disponible Victoria El Astrée de Princia Carr avec Ousma Mohamed, Laïa Achour et Louana Amon. Marseille, en plein été. À 20 ans, Omar et sa bande, moniteurs de centre aérien respectés du quartier, classent les filles en 2 catégories. Celles qu'on baise et celles qu'on épouse. Donc le retour de Carmen, amie d'enfance ex-prostituée, bouleverse et questionne leur équilibre, le rôle de chacun dans le groupe, leur rapport au sexe et à l'amour. On écoute un extrait. C'est pas ta mère, ça? C'est Marseille ici. Mais comment petite princesse, hein? Salut. En fait, faut être poli, je crois. Et si c'était moi qui passais là, vous diriez quoi? Moi, j'aurais dit ça se voit, Yasmine, t'es une fille bien. Tu crois pourquoi je vais te marier? Mais tu me maries toi maintenant? Ah bah ça m'a l'air très subtil, hein, effectivement. Ouais. Bon, après, ça va bien avec la saison, la comédie adolescente. Hein, T'es gentil, Kay. Oui, c'est vrai. J'irai pas le voir. On finit la trilogie d'Oslo avec du coup le 3e volet Désir, disponible au Victoria El Astrée. C'est toujours réalisé par Dan Johan Ågrud avec Jan Gunnar Royce, Torbjörn Haar et Siri Forberg. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un ramoneur, heureux père de famille, en couple avec son épouse depuis des années, qui a une aventure inattendue avec un client. Il ne la considère ni comme l'expression d'une homosexualité latente, ni comme une infidélité, juste comme une expérience enrichissante. Il s'en ouvre à son épouse, qui le prend mal, puis à son patron, marié comme lui, qui lui avoue faire toutes les nuits des rêves dans lesquels il est une femme, objet du désir de David Bowie. Ça m'a l'air très torturé. Ça m'a l'air très torturé. C'est la fin de la trilogie après? Oui, c'est le dernier. Ouais. Ah bon, on espère une nouvelle on n'a pas fait le premier. Ah. Bon ben, il faut explorer toutes les facettes du désir. Qu'est-ce que tu veux? Ça en fait partie. Tout Par ça, contre, ça m'a l'air particulier, oui. Si dans le film il y a que des chansons de David Bowie, ça me donne envie. Oui, bah, tu fermeras les yeux et tu écouteras les albums de David Bowie chez toi et ça sera pareil. Oui. De toute façon, je vais pas aller voir le 3e film, j'ai pas vu les 2 premiers, mais voilà. Et la dernière sortie de la semaine, mon cher Vincent, mon cher Guillaume, une sortie qui a l'air assez intéressante. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Didi, qui sera disponible qu'au Victoria, donc de Sean Wang avec Isaac Wang, John Chen et Shirley Chen. Et Joan Chen? Je sais pas. Mais Joan Chen. Je ne sais pas qui c'est, Joan Chen. Alors, si, rappelle-nous qui c'est. Mais Joan Chen, c'est pas, ils sont tous dans Twin Peaks. Ils sont tous de la même famille. Non, mais dans Twin Peaks. Non, mais il s'appelle plus dans la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Comment c'était déjà? C'est Josie Pacard. Attends, je vérifie. Il me semble que c'est Josie Pacard. 64 ans, oui, c'est bien possible, oui. Enfin, je vérifierai en off. Mais voilà, oui, donc avec Josie Pacard. Bon, très bien. Alors, Californie était 2008, à 13 ans, Chris alias Didi grandit entre 2 mondes. À la maison, on parle chinois et on respecte les coutumes sous la surveillance de Chung Sing, la mère de famille. Dehors, c'est le royaume de la liberté entre le skate, les potes et les premiers émois. Pour Chris, cet été sera celui de toutes les expériences, comme pour dire adieu à son enfance. Pas d'extrait, puisque film, je ne sais pas si c'est américain ou chinois. C'est américain. Et par contre, oui, je confirme, c'est bien Joan Chen qu'on voyait dans Twin Peaks jouer Josie Pacard. Oui, et on l'avait vu aussi dans un très 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 grand film qui est Le Dernier Empereur. Donc grande actrice. C'était très t'arrête. Elle était bien. Non mais il ose dire grande actrice, ça doit être la pire personnage secondaire de Twin Peaks. Ah moi je l'aimais bien. L'arc le plus nul de Twin Peaks. Josie Pacard. Personne sait qui c'est. Mais oui, mais tu l'as vu dire. Non mais mesdames et messieurs, excusez-moi, mais il ose dire grande actrice, mais personne n'en a rien à carrer. Mais tu l'as vu, Le Dernier Empereur? Mais elle a joué dans un film. Eh ben, Le Dernier Empereur, c'était très bien. C'est comme si tu dis Renaud est un grand film acteur. De 4 heures. Elle a joué dans Judge Dredd. D'accord, mais dis si Renaud est un grand acteur, ouais, d'accord, il a joué dans un film. Mais non, mais tu te rends pas compte qu'elle a 15 000 films. Hein. Oui, enfin, tu feras un focus sur Joan Chen si tu veux chez toi. Ouais, voilà. Elle avait joué dans le très mauvais film qui s'appelait La Proie avec Christophe Lambert. Non, mais grande actrice, non, mais mon Dieu. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'avance. Tu sais, il fréquente une prostituée et le lendemain matin, il se réveille, elle est tuée. On l'a vu ça dans 15 000 films et du coup, il est accusé du fait qu'il a tué la prostituée. Voilà.
Enfin bref, non, ça a l'air pas mal ce Didi, pourquoi pas, une petite comédie adolescente aussi, américaine. Voilà. Grande actrice. Et oui, moi j'aimais bien Josie Becker. Elle a joué dans des vieux films avec Christophe Lambert aussi, non mais. Oui, je te dis, ouais, mais Le Dernier Empereur, très grand film. Oui, voilà, bon, ok, elle en a fait un. Ah bah, il y en a qu'on en fait zéro, quand on a parlé euros. C'est vrai. Et côté de nos amis cinéphilex, un seul film cette semaine, c'est Fragment d'un parcours amoureux, disponible donc seulement Victoria, réalisé par Chloé Barrault avec Rebecca Zlotowski, Anna Mogalis et Anne Berès. Depuis ses 16 ans entre Paris et Rome, Chloé a filmé ses amours, coup de cœur adolescent, relations à distance, passion charnelle. Alors qu'elle vivait une histoire, elle en fabriquait déjà le souvenir. Mais de quoi se souviennent ses ex ? Quelle est leur version des faits ? 12 d'entre eux se livrent pour reconstituer un parcours sentimental aussi singulier qu'universel. Assez intriguant, pourquoi pas. Ouais, ça m'a l'air d'être un peu intellectualisé. Oui. Intellectualisé, voilà. mais. Je suis sûr que Guillaume ira le voir. Moi, je suis intrigué. Moi, je suis intrigué, en fait. Ouais, moi aussi. Parce que le moi sujet me parle quand même un peu. Et on n'a jamais vu ce prisme-là, en fait. Ça, peut-être, ouais. Je vois pas, en tout cas, pour l'instant, de film tout à fait, qui s'y rapporte. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est pas la cam de Guillaume. Mais je vous dis que ça a l'air intéressant. Voilà. C'est pas grave, Guillaume. Il n'y a pas Joan Chen dans ce film. Il n'y a pas Josie. Voilà. Donc on va faire une première pause musicale et vu que du coup ce soir on est sur le signe des adaptations BD franco-belges, on va s'écouter A Million on My Soul d'Alexiane, alias la nièce de Luc Besson, qui avait du coup chanté pour le film Valérian et la cité des 1000 planètes. C'était un des bons arguments du film. On revient tout de suite après pour parler de nos avis de la sortie de la semaine dernière. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Après un débat acharné sur la carrière de Joan Chen, dont je ne démords pas que moi je trouve que joue bien. Enfin, voilà. Et puis t'as le droit. Oui, mais voilà, moi je dis juste que Kevin ne veut pas valider la carrière d'un acteur quand même connu qui est James Marsden. Qui est un. Oui, mais en fait, voit partout. Il joue tout le temps les faibles. Oui, enfin. Il est sauvé par un hérisson bleu, par Superman, par un lapin, par Wolverine. Ouais, Joan Chen. Il est incapable de faire. Joan Chen, elle se fait battre par Stallone. Hein. Ouais, mais c'est la seule. Quand même. C'est la seule actrice à savoir jouer correctement un tiroir de commode. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, monsieur. Seuls les fans de Twin Peaks sauront. Mais quelle belle femme. Et quelle belle femme. Mais bon, là, il est dans un temps de parler de nos avis des films de la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films que nous avions déjà préalablement conseillés, qui sont toujours disponibles en salle? Il y en a encore un bon paquet. Oui, puisqu'il y a encore disponible Lilo et Stitch, le film Life of Chuck qui fait de la résistance. Un très bon bouche à oreille. Ah oui, excellent. Le film 28 ans plus tard, le Disney Elio, le film F1, 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, le film Matérialiste, le film Rapace et malheureusement encore l'accident de piano que moi je vous déconseille fortement. Mais il l'a pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Et pourquoi pas, mais avis réservé, il y a toujours le film Dragon des studios DreamWorks et Jurassic World Renaissance que moi je mettrais dans la catégorie je vous déconseille. Mais il l'a pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Et moi je vous dis pourquoi pas, parce que si jamais vous aimez les dinos. Allez. Voilà. Non, mais moi, ça pas pareil. C'est pas trop ma tasse de thé, là. Alors, du coup, j'ai vu Superman de James Gunn avec David Corenswet, Rachel Brosnan, Nicholas Hoult. Et alors, c'est un film où je suis un peu embêté. C'est-à-dire que c'est un bon film, mais j'ai pas du tout aimé. Alors, c'est un bon film dans quel sens tu dis ça? Parce alors, c'est un bon film. Un débat quand même. C'est un bon film dans le sens que la réalisation est bonne. Hormis quelques effets spéciaux, mais ça c'est le propre des films de super-héros de maintenant, qui a toujours 2-3 plans. Mais bon voilà. Mais la réalisation est très bonne. Le film est matiné de quelques bonnes idées qu'on n'a pas vues dans d'autres adaptations Superman, mais qui viennent bien des comics. Donc c'est intéressant de les voir au cinéma. Le casting en général est très bien choisi, mais le gros problème pour moi, ça va être le ton un peu trop léger du film et un peu trop chercher à humaniser Superman. C'est-à-dire que
le film va commencer par la première scène, c'est Superman, je peux vous le dire parce que les bandes annonces commençaient pareil, c'est-à-dire c'est Superman qui se fait cracher par terre, enfin il se crache par terre, et c'est Krypto, donc son chien, qui le ramène à la forteresse de solitude pour qu'il se remette un boost de soleil. Le problème, c'est que du coup on a Superman qui se fait laminer. Deuxième scène, on a Superman qui se fait laminer. Et troisième scène, on a Clark Kent qui est déjà en couple avec Lois Lane, qui s'énerve comme le dernier des susceptibles contre sa copine parce qu'elle a dit un mot de travers. C'est pas joli ça. Et là, en fait, au bout de 3 scènes, j'étais là en disant responsabilité. Voilà. En fait, au bout de 3 scènes, j'étais là en disant notre héros, mesdames et messieurs. On sent le papa de famille. Parle. Enfin voilà, j'étais un peu désappointé parce que pour moi, Superman, certes, c'est un humain alien, mais il est censé quand même être un modèle. Être meilleur que nous. Mais on veut déboulonner les stars et les grandes figures mythiques. C'est légitime et en même temps, je pense qu'on ne doit pas faire ça. Bah, en fait, c'est pas grave. En fait, à 2 degrés en dessous, ça aurait été, je pense, très bien. Parce que ça développe des choses qui sont intéressantes. Le problème aussi, c'est que Superman n'est pas le seul super-héros dans le film. Et du coup, il n'a rien d'impressionnant, en fait. Il n'y a pas de moment où vous allez faire, waouh, c'est Superman. À part un plan. Le mec arrive bien un bout d'1h30 quand même sur 2 heures. De son enfant, non? Non, mais il a pas d'enfant. Il a pas d'enfant. Oui, mais il va en avoir un bientôt. Ah, bah, de toute façon, dans les comics, Superman. Et puis on fera tous les plans référents. En référence à ça, quoi. Mais enfin voilà, donc j'étais un peu déçu par cette proposition. Il y a aussi le fait que le film parle d'un acte héroïque qu'a fait Superman 3 jours avant le début du film, mais on ne le voit pas. Mais on va t'en parler pendant tout le film. Et c'est un acte politique assez fort. Et je trouve dommage qu'en fait que le film n'ait pas décidé de commencer par cette scène, parce qu'à mon avis ça aurait commencé le film en disant waouh, ça y est. Ce Superman, il est installé. Waouh, il m'impressionne. Et c'est bon, tu peux raconter ton histoire. Sauf que là, le problème, c'est que ce Superman-là n'est ni impressionnant, ni un modèle. Il est susceptible. Enfin voilà. Donc très 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 déçu de cette proposition. Mais le film est bien réalisé, le cast est bon, ça joue bien. J'ai beaucoup aimé Lois Lane, qui pose des questions très 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 pertinentes dans les interviews. Et c'est le personnage qui sait immédiatement ce qu'il faut faire pour la scène d'après et tout ça. Et du coup, je trouve qu'elle a un côté énergique, très journaliste, que j'aime beaucoup. Et j'ai adoré la prestation par contre de Nicholas Hoult en Lex Luthor, qui est un très bon Lex Luthor, parce que le moment où on le voit juste sur son visage, qui prend son pied à voir Superman se faire laminer, c'est exactement ça, quoi, Lex Luthor. Et on voit qu'il commence à esquisser un sourire, mais enfin voilà, c'est le mec, il joue très très bien le sadisme et la haine viscérale en fait, qu'il a contre ce personnage. Si je te suis bien, là c'est pas Superman, c'est Lex Luthor contre Lois Lane quelque part presque. Disons que c'est les 2 propositions de personnages qui m'ont vraiment totalement convaincu. Superman, exit Superman. Superman m'a déçu et j'ai beaucoup aimé aussi la représentation des parents Kent, parce qu'il n'est pas allé chercher des têtes d'affiche, mais vraiment des gens qui ressemblent à des fermiers aux États-Unis. Et moi j'aurais une question. Ouais. Est-ce que tu t'estimes être la cible, par exemple, de ce genre de film, vu la DA qu'adopte James Gunn? C'est ça ma question. Pour relancer un peu le débat. J'aurais envie de dire que normalement oui, parce que je suis quand même assez client des films de James Gunn à la base. C'est la première fois qu'il me laisse un peu sur le côté, parce que j'ai beaucoup aimé Galaxy et Suicide Squad. D'accord. Et que tout le monde, enfin une grande partie du Twitter ciné trouve le film extraordinaire. Voilà. Et en fait, du coup, je me dis cette proposition ne me va pas, mais moi je m'en fiche parce que j'ai encore revu ceux avec Christopher Reeve qui sont toujours pour moi des modèles, quoi. Enfin, c'est le Superman avec qui j'ai grandi, et j'aime beaucoup toujours le Man of Steel. Parce que j'ai l'impression que tu vois, c'est que tu as déjà ton bagage. Parce que j'ai l'impression que le film a l'air de plaire justement à une nouvelle génération qui découvre Superman au cinéma. Peut-être à ceux qui n'aimaient pas Superman. Ou qui n'étaient pas intéressés par le personnage. C'est là que je te dis, parce que tu parles par rapport au Twitter cinéphile ou la case cinéphile en règle générale, mais moi je te parle souvent, j'essaie de te ramener au grand public, tu vois, et plutôt ado, jeune adulte.
Et j'ai l'impression que le film séduit plus cette case-là, quoi. Mais je trouverais que ce serait une erreur parce que quand même le but de Superman, c'est quand même d'être fédérateur. Et pas tant que ça, parce que si... Parce que tu regardes les Batman, moi les Batman, toutes les visions de Batman me plaisent plus ou moins, mais il y en a aucune qui me déplaît. Oui, mais si par exemple tu te mets dans la tête de James Gunn en te disant tu séduis, allez, on va dire les 15-25 ans. Tu commences un univers étendu qui est parti pour 10 ans. Ouais. Donc si tu commences avec les 15-25 ans, tu te dis dans 10 ans, ils auront 25 ans. Donc c'est des gens qui vont avoir des enfants qui vont motiver. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si bête non plus. Ouais, mais alors pourquoi l'aspect modèle ne marcherait pas sur les 15-25 ans? Après, tu peux rectifier. Il y a aussi la volonté, je pense, d'avoir voulu couper avec le côté boy scout des anciens. Après, cela peut être rectifié. Nous avons un Superman année 1 ou 2, je crois. Après, on a le côté année 3. Année 3. Ça fait 3 ans. Si tu veux. Ça fait 3 ans. Et il y a un peu le côté boy scout, mais genre, par exemple, au lieu de sauver un chat, comme faisait Christopher Reeve, là, il va sauver un écureuil. On a eu un Batman, par exemple, qui était un peu... Là, c'est un peu appuyé, le côté boy scout. On avait un Batman un peu aigri aussi, dans la dernière itération. Ouais. Qui s'ouvre au monde, justement, à la fin de... Batman, c'est aussi quand même un humain. Superman, c'est pas un humain, je suis désolé. Oui, il est pas censé être aigri. Enfin, pour moi, Superman... Donc là, quelque part, il y a une forme d'humanité qu'on lui attribue. Et moi, je trouve, au vu de ce que tu as dit, je trouve qu'on a un personnage qui est un peu décrédibilisé dans le côté suprématiste qu'il avait. Je vois pas pourquoi, puisque c'est Superman, quoi. Voilà, Superman. Donc voilà, et donc du coup, même si il peut être fragilisé ou qu'il peut avoir des opposants et des antagonismes forts, ce qui est intéressant dans le cadre de l'histoire. Heureusement. Je veux dire, ça reste l'homme fort de la situation. Et là, au sens où tu le présentes par rapport au film, j'ai l'impression que c'est plus Superman finalement, il est has-been, quoi. Et à la fois, est-ce qu'il faut pas lui amener des faiblesses, parce que justement, on est dans ce cliché de Superman est toujours l'homme de la situation et qui peut battre tout le monde. Si tu lui ajoutes pas des faiblesses, quel est l'intérêt de faire un film Superman? Ouais, ça, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est qu'il se fait... En fait, pendant très longtemps, il se fait voler la vedette. Après, c'est peut-être des histoires de curseur à... Ouais, c'est ça, en fait. C'est que pendant très longtemps, il se fait voler la vedette pendant le film où il perd. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'étais là... Mais est-ce que c'est pour mieux revenir à la fin? Oui, forcément, à la fin, il va gagner. Voilà. Mais qu'à la fin. Et en fait, pendant tout le reste du film, tu dis, mais Superman, il fait rien d'impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ce personnage? Ouais, mais il y a peut-être l'ouverture à la fin qui va faire que ça devient le Superman. Je sais pas. Franchement, ça m'aurait pas posé de problème si on me disait que c'était un Superman qui est là depuis 1 an. Mais là, 3 ans, tu fais, waouh, quand même. Ouais, je sais pas. Puis je sais pas. Moi, pour moi, un Superman, il faudra au moins que la séquence d'introduction te dise, waouh. Même s'il perd au milieu du film et qu'il revient à la fin, faut qu'au début tu sois déjà waouh. Et là je me fais waouh. Après qu'il puisse avoir justement un sens narratif, un truc narratif qui va déstabiliser Superman pendant un moment, et puis qu'on va apprendre au cours de l'histoire qu'il va réussir à surmonter ça et revenir à sa place de Superman indéboulonnable. Moi, après, ce que la volonté, c'était l'identification. C'était pouvoir s'identifier un peu à la manière de Smallville, tu sais. Ouais, en fait, je sais pas, mais moi, Superman, c'est peut-être le dernier des super-héros où moi je peux m'identifier. Pour moi, Superman, c'est le modèle, quoi. Dernier ou le premier, même, je dirais. Presque. Moi, je me représenterais plus. Parce qu'il est, c'est plus facile de se représenter dans un film, mais on peut pas l'égaler. Donc, voilà. C'est une figure mythique qui est inatteignable. C'est comme Dieu, quelque part. Et c'est là que on distingue très bien les deux écuries. C'est que Marvel, il est beaucoup plus simple de s'identifier à un Peter Parker qui galère dans ses cours tous les jours, encore une fois, Peter Parker, c'est un homme. Voilà, oui, voilà. Mais avec des super pouvoirs. Mais en fait, c'est là qu'on voit la différence des deux écuries, en fait. Ouais. Superman, pour moi, même Batman, moi, je ne m'identifie pas à Batman. C'est pas possible. Je suis impressionné par Batman. Superman est mort, vive Superman. Voilà. En gros, c'est ça. Mais enfin voilà, je suis un peu déçu, mais voilà, ce sera dans la catégorie pourquoi pas, mais avis réservé, parce que le film reste quand même de plutôt bonne facture. Dès lors qu'on s'ouvre à cette nouvelle proposition, au moins ça le mérite d'être une proposition tout à fait neuve et entière. D'accord. Ça c'est clair. Côté conseil télé.
Je te laisse commencer. Vas-y. Ouais. Ben, moi, c'était un conseil de circonstance, puisqu'on va faire les adaptations franco-belges. Il y a le film de Lucky Luke, Daisy Town, qui est par Maurice, donc le réalisateur le créateur de Lucky Luke, et puis René Goscinny, qui est un scénariste immense, et je pèse mes mots, et ainsi que Pierre Tchernia, qui sont à la réalisation. C'est un film de 1971 et ça se déroule sur Gulli à vendredi 18 juillet à 20h55. Est-ce qu'il est besoin de rappeler, il y a toutes les figures incontournables du Lucky Luke, avec les Dalton, avec Rantanplan, avec les Indiens, avec le Chinois, je suppose. Je me rappelle plus le comment on appelle ça, je le vois bien, mais je sais plus comment il s'appelle. Cheng Li, je sais pas quoi, qui est celui qui fait la vapeur là. Tout. Il y a le croque-mort, il y a le croque-mort, il y a tous les personnages incontournables. Il y a Joey Jumper. Et puis beaucoup d'humour, puisque c'est bien la BD. René Goscinny, jamais vu le film, en scénariste, ça paye. Quoi? On en reparlera après. Tu regardes jamais le film. Tu parles de quoi? Du film Daisy Town? Non, le film Daisy Town. Ah oui, le film Daisy Town. Moi, je l'ai déjà vu, revu, et puis je pense que je vais le revoir d'ailleurs avec mes enfants. Parce que j'aime bien, la BD est assez sombre en plus. Enfin, cet épisode-là, je me rappelle. Oui. Mais je sais pas s'ils avaient pas déjà envisagé que ça soit une adaptation ciné, d'ailleurs. Ça pourrait, parce que c'est celle qui pétarade le plus, je trouve, en plus. Lucky Luke, en fait, arrive si je me rappelle, il devient shérif. Il fait en sorte que tous les méchants, en gros, aient en prison. Puis après, je crois que c'est les Dalton qui reviennent. Et il libère les méchants. Et la ville était à l'abandon et tout ça, il me semble. C'est le pressing, le chinois, le pressing. Oui, voilà. c'est vrai. C'est pas l'e-pressing? Je sais pas. Il y a sans doute des jeux de mots, parce que René Goscinny en est friand. Et donc voilà, ça ravira petits et grands largement, et c'est savoureux. Moi, j'aime bien. Okay. Ah ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Je suis très client de Lucky Luke. Mon cher Guillaume. Moi, c'est rapide. C'est vendredi 18 sur M6. Il y a Babysitting de Philippe Lachaud et Nicolas Bédamou. Donc le premier. La première réalisation de la bande à Fifi, que j'avais plutôt bien apprécié, que j'avais loupé à sa sortie, mais qui a un humour assez frais, enfin du moins qui était assez frais quand il est sorti en 2014. C'est un film qui se passe en forme footage. Je trouve que l'histoire fonctionne bien, enfin ça n'invente pas la poudre, mais il y a une certaine énergie et folie qui se dégage de ce film, et je le trouve toujours aussi plaisant à revoir. Voilà. Je lui préfère le 2 quand même. C'est là où il y a Didier Bourdon dedans ou pas? Non, c'est Gérard Jugnot. Et Clotilde Courreau. Exactement. Et dans le 2, il y a Christian Clavier. D'ailleurs, il y avait l'anecdote très drôle, c'est que Gérard Jugnot a débarqué sur le tournage en disant: elle est où ma loge? Et Philippe Lachaud lui a rapidement expliqué que c'était pas le genre de tournage où il aurait une loge. Ouais, c'était plus un clin d'œil à mon avis. Il s'en est fiché, il est allé dans sa voiture. Bien sûr. Voilà. Oui. Écoutez, 2 très bons conseils télé, et puis côté cinéma, écoutez, je vous propose de faire votre avis sur ce nouveau Superman qui va diviser, je pense, dans les chaumières. Et écoutez, avant de parler des adaptations BD franco-belges, on va s'écouter un grand classique. Plastique Bertrand, Astérix est là, tiré du film d'animation Astérix et la surprise de César. Très très grand film d'animation aussi, très bon, l'un des meilleurs. Non, pas Guillaume, pas d'accord. Je me souviens plus. Des fois, tu vas fort dans les superlatifs. Ouais. Non, mais en plus, c'est sympa, mais c'est vrai qu'en plus, on va parler. En me l'entendant dire, j'étais là en disant c'est vrai qu'il est pas terrible, mais la chanson était bien. Voilà, donc on va s'écouter la chanson et on revient tout de suite après. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous. Et la 16/9e est là. Et nous sommes toujours là avec Guillaume et Vincent, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Il est désormais temps de parler de notre focus sur les adaptations. Les BD franco-belges. T'as qu'à remplacer par les Schtroumpfs. Voilà, les Schtroumpfs BD franco-belges au cinéma. Et alors là, on en a quelques-unes. Mais avant cela, je voulais vraiment dire d'emblée quelle était l'adaptation de BD franco-belge. Si je vous dis adaptation BD franco-belge, quel est le film qui vous vient en tête tout de suite? Moi, je pense que c'est un peu comme vous, c'est Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre, qui est Tintin. Pas fidèle au bouquin, mais qui a gardé l'état d'esprit René Goscinny, que sait très bien faire Alain Chabat, et qui l'a d'ailleurs reproduit également sur la piste du Marsupilami.
Ouais, dans le combat des chefs aussi, la dernière adaptation. Alors les combats des chefs, j'ai pas vu. De BD d'Astérix. Ouais, vous l'avez vu alors, ouais. Ouais, Très, c'était très pas mal. Sympa. Sinon, j'avais dit quoi? Tintin, oui, de Steven Spielberg. Que j'aime beaucoup. Et moi, non, j'étais un peu plus. Comme je suis très puriste en la matière, j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il mélange deux albums totalement différents et puis qu'il rajoute des choses. Mais je reconnais avec. Plus de 2 albums, hein, même. Oui, il a rajouté il y en a des 3. petites anecdotes de divers La plus grosse univers de Tintin. déception, c'est d'avoir coupé le trésor de Rackham le Rouge, quoi. Ouais, il a pas voulu aller plus loin. Après, je comprends que niveau technique, peut-être il avait peut-être pas les moyens d'en faire un film peut-être plus long. Alors là, je suis pas d'accord. Ouais, parce enfin, que, il nous fait à mon un avis, combat de grue. Ça coûtait déjà cher, hein. Il nous fait un mais combat de d'accord, mais grue il a qui qu'à est en un faire peu plusieurs. nul, alors que... Ça permettait de faire un truc à rallonge parce que alors il y a un univers mais sacrément dense. ça reste très européen et pas très américain. Voilà, c'est sans doute pour ça que. Après, pour moi, le climax, si c'est pas le combat de grue, c'est la poursuite à moto où il dévale la pente qui est. Oui, Qui est encore une fois une leçon de réalisation, quoi. Le rythme et tout. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé aussi à l'époque, c'est que on sentait que c'était un fan de Tintin. L'esprit est là. Parce que le nombre de petits détails, de petits clins d'œil aux autres volets et tout ça. On part pas d'un truc comme ça, d'un personnage aussi mythique sans avoir une affinité avec le personnage. C'est indéniable. Mais les 2 précédentes adaptations, donc les Oranges Bleues et La Toison d'Or. Moi, c'est beaucoup plus vieux. Alors, moi, c'est avec un le souvenir père d'enfance. de Langer Wilson. Oui. Non. Oui. Si. George Wilson. George Wilson. Alors, mais j'ai que plus vu pour La Toison d'Or. Tout à fait. Il jouait le capitaine Haddock. Ouais, j'avais plus vu La Toison d'Or, donc qui est c'est un copain au capitaine Haddock qui lui lègue son bateau, tout ça. Bon, ça reste très terre à terre, mais j'avais trouvé sympathique. Et c'est dans Les Oranges Bleues où tu as Trifon qui était plutôt bien fait. Mais après, le film est un peu moins bon. Ça reste sympathique. Mais en fait, c'est quand même très parlant pour tous les aficionados ou les tintinophiles dont je fais partie, qui avaient très envie de voir l'adaptation au cinéma de Tintin, qu'on connaissait évidemment par les albums. Parce que quand le 9e art rencontre le 7e art, ça peut donner des choses assez extraordinaires quand même. Tant est qu'on garde l'esprit de la bande dessinée, comme a su faire donc Alain Chabat, je trouve, dans ces 2 films adaptés d'auteurs de bande dessinée emblématiques. Ah oui, c'est pas comme Lucky Luke, que ce soit l'adaptation avec Terence Hill ou celle avec Jean Dujardin. Je les ai pas vus là, je les ai pas vus. Jean Dujardin, j'ai pas réussi à finir. Ah, c'est nul. Et puis les Dalton. T'as pas vu celui avec Terence Hill? Non, c'est plus un film Terence Hill et Bud Spencer qu'un Lucky Luke, quoi. Mais c'est pas terrible, hein, vraiment. Et les Dalton, c'était avec Eric Ramsey, c'était affreux. Je crois qu'il a le record. J'ai tenu 5 minutes. 5 minutes, j'ai coupé. Vraiment affreux. Par contre, Til Schweiger en Lucky Luke, ça faisait le café. Oui, mais t'as réussi à finir ce film? Ah, mais oui, gamin, je l'ai fini. Ouais. Ah non, c'est horrible. Après, on a parlé des 3 grands, Astérix, Obélix, Tintin et puis Lucky Luke, ce qui sont les incontournables de la BD, on va dire, et que tout un chacun connaît. Toute génération confondue, je dirais. Et puis il y a quand même Boule et Bill aussi. Il y a j'ai jamais osé regarder. Alors il y en a. Alors c'est pas mal, ouais. Ça reste plaisant, mais c'est pas aussi savoureux, je trouve, que la bande dessinée. C'est assez difficile, à mon avis, à mettre en image. C'est comme Les Profs. Ils avaient fait 12 épisodes. J'adorais cette BD étant jeune, mais c'est. Les films, c'est vraiment ni fait ni à faire. C'est ce qui a fait la gloire de Kev Adams. Ouais. Alors il y a quand même 2-3 scènes amusantes avec Christian Clavier. Oui, mais il est pas dans le 2. Qui est pas dans le 2, mais qui est parfait en professeur de maths feignant, qui leur dit: aujourd'hui, vous inventez un exercice, vous le faites et vous le corrigez. Si, il y avait Arnaud Ducré, qui était pas trop mal. En prof de sport, je crois. Ça passait pas trop mal. Et le marsupilami de Chabat, il était pas mal. Oui, c'est ce que je disais sur la pas piste réussi à finir. Ouais. C'était exceptionnel, hein. J'ai commencé à regarder, j'ai trouvé ça pas top. Je crois que j'ai une demi-heure. Attends, il y a un moment d'anthologie avec, on parlait de Wilson qui avait le père, mais là le fils. Peut-être que nous en écouterons un extrait après. Ah, d'accord. En plus, oui, là, tu vois, ça y est. Ah, mais oui, mais si, j'ai vu, c'est au début. Non, c'est à la fin. Non, c'est sur la toute fin. C'est vers la fin. Au début, il y a une confrontation là, avec le Lambert Wilson. C'était moisi. Non, plus que marrant. Pas du tout. C'est vachement bien. Comment c'est moins bien que au personnage de la bande dessinée. Je vais pas vous cacher. Je détestais déjà le marsupilami de base. Mais en fait, même il y a Spirou et Fantasio qui étaient à la base. Après, il y a eu le personnage de Marsupilami qui a été développé par Franquin aussi.
Ouba, c'est lui. C'est quand même, moi, c'est toute mon enfance là. On ne touche pas au mythe de. Moi, j'ai horreur du marsupilami, quoi. C'est un animal extraordinaire. Il y a un jeu de mots sur la piste du marsupilami. C'est la journaliste à télé qui dit ça, disant parlons peu, parlons bien. Alors ça, c'est moi, c'est génial. De toute façon, c'est la prochaine adaptation qui va sortir de la bande à Fifi, justement. Ils ont tourné le marsupilami. Qui serait une pseudo-suite parce que Jamel Debbouze revient. Ouais. Mais il y aura Jean Reno. Oui, et d'ailleurs aussi, on n'a pas dit, mais Lucky Luke, il y a une nouvelle adaptation qui est en route en série avec Alban Lenoir dans le rôle de Lucky Luke. D'accord. J'espère que ça restera sérieux, qu'ils vont pas nous faire un Zorro bis avec Jean Dujardin, parce que ça n'est pas terrible. Mais bon, à voir. Dans le rôle dans les séries des adaptations pas terribles, on a eu Blueberry quand même. Oui, mais ce dont on parlait en off. Mais moi, alors pour bien en parler, il faut expliquer, c'est tiré d'un court passage d'un album qui est en 2 tomes, en plus de ça, de Jean Giraud, donc qui est alias Moebius, et puis donc le scénariste, c'est j'ai un trou, ça va me revenir, Charlier. Et donc c'est un court passage d'un album qui s'appelle La mine de l'Allemand perdu et qui est suivi par Le Spectre au Bal d'Or. Et justement, ces deux, alors j'anticipe un peu sur la question que tu voulais nous poser peut-être, Kevin, après, pour quelles seraient nos adaptations. Alors on finira là-dessus, mais qui étaient vraiment magnifiques. C'est vrai qu'ils se sont un petit peu plantés. Yann Kounen, là, il s'est un peu planté avec Vincent Cassel dans le rôle de Blueberry, qui est plutôt assez crédible. Il y avait Juliette Lewis et jouait Michael Madsen au casting. Ah oui, non, mais par contre, le casting il vendait du rêve. Mais ils ont voulu développer le côté où il a une expérience un petit peu ésotérique, et puis sous l'emprise des narcos, des stupéfiants. Donc voilà. Je crois que. On est un peu tous passés à côté. Locket Corse, vous en pensez quoi? Ah ouais, génial. Ouais, si. Je l'ai revu récemment, ça passe. Ah putain, moi je peux le voir. Pardon. Je peux le voir, mais. Il commence déjà à parler comme un Corse. Je suis fan de ça parce que c'est second degré total et ça me fait rigoler à chaque fois que je le vois. Jean Reno est pas mal, Clavier aussi, puis tous les personnages autour avec des poncifs du genre, mais qui marchent extrêmement bien. Qu'est-ce que tu lui veux, Ange Léoné? Non, en vrai, ça passe. C'est pas San Antonio, par exemple. C'est pas Cornet de Bif, mais ça passe. D'ailleurs, j'attends l'adaptation de Astérix Obélix en Corse, qui pour moi est un des albums les plus réussis de. Par exemple, avec le fromage qui explose. Ah ouais, les trucs, genre Spirou et Fantasio, c'était nul. J'ai jamais vu. Le petit Spirou, pas vraiment. C'était nul. Le petit Spirou, j'ai pas vu. Il y avait une adaptation de Cédric qui traînait, ils l'ont jamais faite. Cédric, c'était sous Titeuf. Oui, c'était sous Titeuf, oui. Par contre, Titeuf, c'est plutôt bien réussi en film. Et du Cobu. Du Cobu. Ça, c'est le fonds de commerce de. Comment il s'appelle Elie Moon qui réalise depuis 2 épisodes et qui en relance un, là. Depuis 3 épisodes. Ouais, c'est gentil, mais c'est pas si mal que ça. Il va arriver au 6e, là, je trouve. Ça tire sur mais les autres, il y en a beaucoup, là. C'est une adaptation plutôt pour le jeune public aussi, il faut pas. Mais ça trouve son public parce qu'à chaque fois, ça fait presque 1 million. Oui. Donc c'est le public en demande. Moi, j'avais plutôt bien aimé Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. De Tardy, de Tardy qui est un très très bon dessinateur aussi. Et je trouvais que Louis Bourgoin, ça a été bien sorti. Gilles Lelouch, méconnaissable. Mais il est extraordinaire parce qu'il est dans beaucoup de registres. Il arrive à se transformer incroyablement. Bon, je vais parler des pires aussi. Il y a Snowpiercer avant de parler des. Alors oui, en bon, il y a Snowpiercer excellent de Bong Joon-ho. Moi, j'avoue que j'aime bien, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps. Michel Vaillant. Avec Sagamore Stevenin et Diane Kruger, j'avais beaucoup aimé. 1,5 sur 5 sur Allociné. Il va falloir que je le revoie. Mais Michel Vaillant, c'était quand même une série très emblématique à une époque et qui était incontournable de l'univers de la bande dessinée. Ouais. Quoi. Il y avait une scène qui m'avait impressionné gamin, c'est qu'il connaît tellement par cœur le tracé du circuit du Mans, qu'en fait elle met ses mains sur ses yeux, elle lui indique juste les vitesses qu'il doit passer et il le fait à l'aveugle. Moi je trouvais ça que c'était génial. Bon, c'est peut-être un peu kitschouille, mais bon. On avait un petit peu parlé, on avait un peu évoqué lors de F1 justement. Ouais.
Moi, j'avais la BD 13 que j'avais plutôt bien appréciée. Oui, en série, ouais. Ils avaient fait en téléfilm en 2 parties, puis en série, ouais. Après, avec Val Kilmer. Un très très bon scénariste aussi, Van Hamme, oui. qui est très très bon scénariste. Tu prends tel quel ce qu'il a écrit, ce qu'il a scénarisé là dans les albums, et il n'y a rien à y changer. Hein, c'est clair. Oui. Et alors dans les pires, il y avait quand même eu Is No Good. Hein. Avec on a eu pire depuis. Alors c'est dommage parce que le dernier rôle de notre regretté viré, si je ne m'abuse. C'était René Goscinny aussi. J'ai vu au cinéma cette daube. Ah ça. Moi je l'avais vu sur TPS. Alors t'en as vu des choses sur TPS. Les Dalton, j'ai vu sur TPS. Blanches, hein. It's No Good, non, oui, c'est catastrophique. En plus c'est déjà pas hyper connu, je me rends compte. Et il y avait une autre adaptation qui, à mon sens, n'a pas marché parce que l'univers qui était représenté est beaucoup trop ancien dans la BD. Et que moi, j'adorais d'ailleurs lire quand j'étais jeune. C'est Benoît Brisefer. Ah, Benoît Brisefer, j'ai pas vu. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Pas si mal. Mais ça n'a pas accroché, je pense, parce que ça date. C'est une BD qui date déjà d'une C'était certaine payé époque. aussi, ça, non? Pardon? C'était payé ou Franquin? Ça devait être Peyo, je crois. Peyo, il me semble. Gaston Lagaffe est horrible. Je crois que je l'ai vu. Jamais vu. C'est nul. Ah si, la dernière version, j'ai regardé 10 minutes. Oui, c'était nul. Et Valérian, qu'est-ce qu'on en pense ici? Valérian, c'était très très bien réalisé. Enfin, je veux dire que ça aurait pu être beaucoup mieux, mais je pense qu'il a péché par orgueil de vouloir trop en faire, à mon sens. Il avait déjà écrit le 2 et le 3. Tu dis, mais calme-toi, fais déjà un bon film. Ouais. J'aime pas trop le casting, moi. Mais Valérian, c'est un personnage fort et haut en couleur avec sa compagne Lauriane. Laureline. Pas Lauriane. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il choisit qui dans le rôle de Laureline? Cara Delevingne. Voilà, une des pires actrices que. Enfin, moi, je sais pas, il y a peut-être eu des erreurs. Actrice, vous avez dit actrice? Oui, c'est même pas une actrice. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que dans la réalisation, il y a beaucoup trop de. Il y a un côté effets spéciaux qui est trop évident et qui est trop kitsch. Alors que ça marche très bien, par exemple, dans le 5e élément, qui a une dimension un peu BD, c'est pas une adaptation de bande dessinée. Le visuel, je trouve quand même que ça avait de la gueule, hein, comme le moment où il courait, tout ça, il tombait sur plusieurs toits. Ouais. Ça avait un peu de gueule, je trouve. Ouais, mais l'histoire est classique. Ah oui, par contre, par rapport à le 5e élément, justement, où il y a vraiment tout un univers qui est vraiment bien foutu. 5e élément, ça pourrait être une adaptation de BD. Oui, mais c'est d'ailleurs, il y a eu le créateur de Valérian qui a participé, je crois, et ils se sont beaucoup inspirés. Et Moebius aussi. Mézières, voilà. Christin et Mézières. Parce que j'en ai quelques-uns des Valérians. Parce qu'au moins, le film a donné l'envie de découvrir la BD. C'est déjà un bon point. Mais après, voilà, je trouve que c'est pas une adaptation. Enfin, c'est pas un mauvais film 100% raté, c'est juste. Voilà. Bof. Il va nous manquer du temps pour ça. Mais non, on va parler de Corto Maltese. Quelques bons films d'animation Corto Maltese. J'en ai compté, il y en a un peu. Alors, la première date de 2002. Mais il faut savoir qu'il y en a 5 qui sont toutes très bien notées. Faut dire que le personnage était assez formidable et c'est un peu dommage que le projet de Christophe Gans n'a pas pu mener son... Et en même temps, Christophe Gans, est-ce qu'il a pas un peu, des fois, une grande bouche? Et il l'ouvre un peu pour tout et n'importe quoi, parce qu'il devait faire Corto Maltese, un coup il devait faire Raon, un coup il devait faire Torgal, et d'ailleurs ça c'est l'adaptation que j'attends, et que je ne comprends pas pourquoi elle n'arrive pas, que ce soit en série ou en film, puisque enfin il y a tout le potentiel, il y a des Vikings, il y a de la science-fiction, il y a du sexe, il y a tout pour faire un bon truc, et l'histoire est passionnante, du moins les 29 premiers, et je pense que Gans a aussi la langue bien pendue par moment. Mais t'es obligé de vendre tes projets pour que je pense qu'il attend du fait que le public fasse un petit appel du pied aussi. Ah mais au final Gans, pas franchement, tu retiens quoi? Le Pacte des loups avec Craig Freeman, qui est une très bonne adaptation de manga. Des films qui ont 30 ans maintenant. Mais oui. Oui, et 30 ans. Et si, ils sont Silent Hill 1 et son 2. On va voir s'ils sont 2. Non, mais par contre, c'est quelqu'un qui gère bien sa communication. J'ai rien contre Christophe Gans, là, mais j'ai l'impression qu'on sacralise ce monsieur qui, au final, voilà. Quoi. Il a fait des bons films. Ouais, il en a fait 3, il y a 30 ans. Oui. Il y en a un que j'avais vu là avec Corto Maltese, mais j'arrive plus à me rappeler lequel c'était. C'était Corto Maltese. Après, je pense que ça devait être celui, La Cour secrète des Arcanes, qui doit être de 2002, qui était sorti au cinéma. Ouais. Après, c'est en Sibérie alors, c'est ça, non? Probablement, oui. Je me fais mais celui-ci, je l'avais trouvé très très bien d'ailleurs. Je me fais la voix de la discorde. Comme ça, voilà. Et aussi une adaptation de BD franco-belge que moi j'ai plutôt bien aimé, c'était Largo Winch.
J'ai vu que pareil, le premier. Van Hamme. Ça passe. Là Ça aussi, passe, Van Hamme, en scénariste. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Et puis un casting, Christine Scott Thomas, Sharon Stone, Thomas Sisley. Mais encore pour bien montrer que finalement l'univers de la bande dessinée est beaucoup plus dense finalement que celui du cinéma, hein, mine de rien. Hein, Et alors, du coup, pour finir, il y en a pas mal. quelle est l'adaptation de BD franco-belge que vous rêveriez de voir? Donc, Guillaume, ce serait Torgal. Ah, c'est Torgal sans hésiter. Torgal, ouais. Ah, Moi, t'as raison. je suis. T'as raison. Moi, je suis sans hésiter ce que je disais il y a 5 minutes. C'est génial, Torgal. Il y a tout. Viking, sexe, science-fiction. Enfin, je veux dire, c'est Fantastique. décliné. C'est déclinable vraiment en série. Je pense qu'il y a un potentiel énorme et qui n'a jamais été fait. Moi, je Encore continue. Van Hamme. Oui, Van Damme et Rosinski, oui. Rosinski, ouais. Et pour les dessins. Tu veux encore répéter encore Van Damme? Ah bah ouais, parce que je vais te dire. Attends, mais c'est extraordinaire. Oui, non mais je vais te dire. Moi, je rêve de voir Blake et Mortimer. Et là, tu me dis, encore Van Damme. Après Carper Jacobs, certes, mais. Oui, quand même. C'est comme Torgal, c'est décliné encore depuis un moment. Enfin, ça a perdu les originaux. Et il y a même des spin-offs d'auteurs qui font une histoire en avec standalone. Chris de Valnor. Oui, Chris de Valnor. Ça serait pas mal. Ça. En fait, ce qui est pratique. Eva Green aurait pu la faire il y a 10 ans. J'aurais pas dit non. Oui. Avec très beau personnage, très emblématique. Son bandeau, là. Oui, son bandeau, exactement. Très, controversé, en fait. Mais tu sais qui c'est que j'aurais vu Chris de Valnor dans les années 80? Vas-y. Mylène Farmer. Pourquoi pas? Ouais, mais elle est pas rousse. mais Valnor, elle est. Au début, elle est rousse. Elle est brune, oui, justement. Elle est brune, oui. Mais au début, elle est pas rousse. Non, c'est plus sa marque de fabrique qu'elle est rousse. Ah non, mais je confonds avec le personnage du premier tome. Ah oui, de Sleeve. Sleeve, ouais. Oui, la magicienne trahie, oui, exactement. Ouais. Oui. Si un jour j'ai des sous, je ferai cette adaptation en court-métrage ou quelque chose. Moi, ce serait Blake et Mortimer, parce que ce qui est pratique avec Blake et Mortimer, c'est que tu peux faire un film de guerre, un polar, un film d'aventure, un film de cambriolage, un film de science-fiction, un film de je remonte dans le temps. Science-fiction aussi, ça veut dire. Science-fiction aussi. Mais en plus, film d'époque et film d'anticipation dans le même film. Enfin voilà, je trouve que ce qui est formidable, c'est que Blake et Mortimer, ils ont touché à tous les genres. Ouais. Et c'est un charme fou. Ça. Et d'ailleurs, Guillaume, je te l'annonce et je te le dis ce soir parce que comme ça, moi, ça a une valeur un petit peu solennelle. Je rêverais pour qu'on fasse une fanfiction où tu joues Mortimer et je joue Blake. Moi, Mortimer. Au coin du feu. Je suis pas rouquin, moi. Bah oui, non, mais moi, je suis pas blond. Mais justement, je serais prêt à me teindre en blond et à jouer le Capitaine Blake. Eh bien, écrit et nous verrons. Voilà, au Center Club. Ouais, mais nous, ça va finir en mode la parodie. Mais non, mais je pense qu'on peut le faire sérieux. Et toi, Vincent, du coup, l'adaptation que tu rêverais, toi? Il y en a pas mal, mais on avait évoqué Blueberry, et il y en a deux albums là qui sont en double. Donc la mine de l'Allemand perdu, le Spectre d'Or, et il y avait la Longue Marche et la Tribu Fantôme aussi, qui est un très très bel épisode. Et encore une fois, il y a rien à changer au niveau des plans qui sont proposés dans la bande dessinée, qui sont totalement cinématographiques, et surtout pas dans le scénario qui est vraiment d'une grande finesse et avec beaucoup de rebondissements. Et il y en avait un autre personnage qui est un dessinateur et réalisateur et scénariste également, qui s'appelle François Bourgeon, qui a fait 2 fresques, l'une qui se déroule dans l'époque médiévale et l'autre qui se déroule dans l'époque du XVIIIe siècle à bord de grands bateaux qui s'appellent les Passagers du Vent, et pour la fresque médiévale ça s'appelle les Compagnons du Crépuscule. Et là c'est pareil, c'est un bijou, c'est exceptionnellement bien dessiné, réalisé. Il y a un univers qui est dense, qui est immense à exploiter au cinéma, et je ne comprends pas que ça n'ait pas déjà été fait. Très rapidement, je pense que en fait j'ai un élément de réponse, c'est que les univers dont on a parlé sont adaptés en film, ça doit être très très cher, oui, à mon avis, et sûrement. que les BD franco-belges restent majoritairement européens, et que à mon avis ça s'exporte assez mal, et on a pu voir le résultat notamment avec Tintin de Steven Spielberg, qui était une semi-déception. Et Valérian, oui. Donc en fait, ça reste des projets encore plus ciblés européens. Oui, mais quelque part, il y a des moyens spéciaux qui sont en œuvre actuellement, qui permettent de réaliser tous ces films, ces adaptations à l'écran. Et c'est vraiment dommage de s'en passer, de s'en priver. Mais malheureusement, les Américains sont plus intéressés par les comics que les BD. Ouais. Mais attendons de voir, parce que là, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'adaptations qui, si elles marchent
vont peut-être faire des émules ensuite par la suite, parce qu'on a quand même on a un Fantomas qui débarque, on a quand même l'homme qui rétrécit, on a des Jules Verne qui normalement donc on tente peut-être vers quelque chose où on va peut-être aller vraiment vers des adaptations. Le scénario, il y a que le scénario qui prime dans un film, je le dis et je le redis. Ouais. Comme Orson Welles le disait. Tout à fait. Ça va pas plaire à Gareth Edwards, ça. Ouais. Quelles sont les 3 choses importantes? Le scénario et le scénario. Ouais. Ton ami Gareth Edwards, il aime pas le scénario. C'est quoi un scénario? Ouais, voilà. Et c'est tout pour notre focus. C'est pour l'émission de ce soir. Côté programmation, la radio demain, 4 émissions. Le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. L'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. Et les 2 émissions présentées par Sébastien, donc Eurohit de 20h à 21h et l'After Latino présenté toujours par Sébastien de 21h à 23h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma et puis passez une très bonne semaine. Et on va se quitter, chose promise, chose due, par I'm Alive de Céline Dion, du film Sur la piste du Marsupilami. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée.